It's not a game, it's a rich thing. Merci de nous rejoindre pour suivre votre émission hebdomadaire Les Rendez-vous. Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour le compte de ces numéros où nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec, une fois de plus, Monsieur Raphaël Bolikango. Il est là pour la seconde fois, c'est parce qu'il est disponible. Bonsoir, Monsieur Bolikango. Bonsoir, Maman Adèle. Merci d'avoir répondu encore à notre invitation. C'est moi à vous remercier parce que vous m'avez encore une fois de plus invité. Vraiment, je vous en remercie. Voilà, ça ne vous dérange pas de parler de l'actualité, de la situation politique du pays? C'est la monnaie courante. Laisse-moi rappeler, M. Raphaël Bolikango est secrétaire général du PUNA, Parti de l'Unité nationale. Il est aussi secrétaire permanent des FPAI, Force politique et sociale alliée à l'UDPS. Voilà, sans oublier géographe, environnementaliste, aménageur, voilà, qui trop embrasse mal les trains, beaucoup de responsabilités. C'est la formation, hein? La formation universitaire, je ne peux pas m'en passer. Hein? Ça ne fait pas de trop, non? Bon, ce n'est même pas de trop, il faut encore continuer, il faut être aguerri. Hein? C'est comme ça, il faut être polyvalent dans la vie. Vous exercez toutes ces fonctions sans embâge? Ça dépend du dossier, on sait comment aménager chaque dossier avec ses spécificités. Hein? Il n'y a pas ceux qui priment, il n'y a pas d'autres qui sont étouffés, ainsi de suite? Ça dépend des opportunités, on sait comment agencer. En bon technicien, on sait comment agencer chaque dossier. Voilà, l'actualité reste entre autres dominée par la suppression de la taxe RAM. L'annonce de cette suppression vous a réjoui? Madame Adèle, comme le courant de la population, je ne peux pas être en marge de la population parce que le problème de RAM, et vous vous souviendrez que c'était un problème qui a dérangé toute la population, tous les communs des mortels, tous ceux qui sont dans les milieux urbains, que dans les milieux ruraux, tous ceux qui sont nantis, que ceux qui sont très appauvris. Vraiment, c'était un problème. Bien, en fin de compte, le gouvernement central a suggéré qu'il serait bon de supprimer ça. C'est bon, mais il y a le décret. C'est encore dans la procédure, parce qu'il faut qu'il y ait un autre décret postérieur pour éteindre, annuler. L'attente aura été longue, voire très longue, pour que la bonne nouvelle résonne enfin. Oui, je félicite les acteurs de la société civile qui ont vraiment tenu, qui ont tapé sur le coup pour que le pouvoir public se rebiffe en fin de compte. Parce que cette histoire de RAM, madame, depuis que nous sommes nés, depuis même que les télécellulaires a commencé ici en RDC, on n'a jamais vu ça. C'était quand même une note noire, parce que le gouvernement précédent, on n'a pas vu ça, mais seulement au gouvernement, on dit le peuple d'abord, et c'est un imbroglio qui suçait toute on estime qu'avec cette affaire des rames, les Congolais ont été volés avec V en majuscule, volés au vrai sens du mot. Madame Adèle, je m'inscris en faux pour dire que les Congolais ont été volés. En tant que technicien et ayant quand même une idée sur les textes, c'est tout à fait réglementaire de payer quand même les taxes. Mais la manière qu'ils ont entamé ça n'a pas été fignolé. Parce que, bon, comme j'ai dit la dernière fois... Voler, s'il faut définir, c'est prendre quelque chose qui ne vous appartient pas sans l'aval du propriétaire. J'achète mes crédits et du coup, ça part. Non. Ça pour autant que ça soit justifié. N'est-ce pas ça, voler? Non, voler, non. Moi, je pourrais employer le verbe soustraire. Hein, soustraire. Voler, soustraire, c'est un peu différent. Le peuple congolais peut-être a été soustrait abusivement. Mais, logiquement,
les registres d'appareils mobiles, c'est quand même quelque chose qui doit quand même faire entrer quelques centimes au niveau du trésor public. C'est là aussi, cet argent n'a pas été orienté vers le trésor public. Nous avons été avec les experts au niveau de la DGRAD et de la DGI, mais ces recettes n'entraient pas en ligne de compte dans le trésor public. C'est là aussi quelque chose qui ne marchait pas. Mais lorsque le ministre Kibasa semble dire que la suppression a été définitive sous la vigilance du chef de l'État, ça cache quoi? Pourquoi impliquer le chef de l'État? C'est lui qui a influencé ces suppressions? Mais non, le chef de l'État a entendu les doléances de la population et en tant que garant de la nation et des institutions, il s'est imprégné de la situation et après plusieurs examens avec les experts en la matière et les tenanciers, il a pu décanter cette situation à la faveur de la population. Et toutes les dispositions antérieures seront abrogées parce qu'on parle du RAM. C'est ce que j'ai dit, madame, tout au début. Nous attendons le décret qui vient a posteriori de décret antérieur. C'est les termes de ce décret-là, avec les termes de ce décret-là que nous saurons de quoi nous allons avoir à faire. Voilà, la suppression du RAM est une nouvelle qui a enchanté plus d'un Quinois en particulier, tous les Congolais en général. Nous attendons impatiemment le 1er mars 2022. Le décret. Voilà, un peu ça. Et ça concerne apparemment toutes les couches. Toutes les générations de téléphones. Ah, mais évidemment. Les DG, les 3G, ainsi de suite. Mais évidemment, parce que il est dit que la plupart de la population congolaise, nous avons les DG. Les DG. Alors déjà, quand moi-même j'utilise souvent les DG, donc je suis allé à l'intérieur, au niveau de Banana, au niveau de Ngidinga, au niveau de Bumba, mais c'est toujours le DG qui est majoritaire. Donc pour nous, même moi-même, je me réjouis de ça, parce que c'était un peu difficile. Vous voyez quelqu'un qui achète 50 unités, le fait qu'il n'a pas utilisé ces unités pendant son téléphone pendant 1 mois, 2 mois, alors on retire le tout. Vous voyez, si c'était même pour communiquer, pour des interventions d'une manière macabre ou bien des soins médicaux de la famille, vous voyez, ça dérangeait la population. Alors que moi je disais que, maman, il fallait même pas aussi que le RAM là soit imputé aux consommateurs que nous sommes. Il fallait que l'État s'arrange au niveau des études. Non, ça ne sera pas remboursé, hein? Bon, là, c'est un problème. Je ne sais pas la technique de remboursement, comment on peut faire. Peut-être ils peuvent chercher une solution à alléger par rapport à envoyer des bonus. Parce que comment on peut faire? Transférer les unités. Transférer avec les bonus, oui. là, on peut réparer. Là, il faudra que... les réseaux sociaux vont devoir, pourquoi pas peut-être rembourser, les unités, au fur et à mesure, progressivement. À partir des bonus. Mais il faudra que ces compagnies-là, les Vodacom, les RTL, c'est à eux. C'est comme nous prenons la bière. Nous prenons la bière, c'est déjà à partir de la bouteille que... Donc là, il faut souligner, supprimer le RAM, c'est bien beau, mais rembourser les crédits, ça sera beaucoup mieux. Là, maintenant, il faudra que le gouvernement central s'entende avec les opérateurs pour chercher comment les voies et moyens pour essayer de rembourser ça. Parce que c'est comme un préjudice. Il faut éviter des procès. Parce qu'au niveau des procès, il faut éviter les procès. Il faut que le gouvernement s'arrange avec les opérateurs pour rembourser. Et ici, s'il y aura des impôts à ce sens-là, il faudra que les compagnies télésolaires payent ça et non les consommateurs. Voilà, il ne faut plus qu'on revienne à ça. Merci pour cet éclairage. Nous allons évoluer. Déjà, les tons s'élèvent, les gens ont des esprits qui semblent être surchauffés. Pourquoi Parce que le 6 avril de cette année, sauf imprévu, il y aura élection
de gouverneurs et vice-gouverneurs. Et le comportement de l'Union sacrée ne semble pas chanter plus d'un parti politique membre de ces plateformes. Bien, madame, je ne fais pas partie de task force de l'Union sacrée, mais bon, je reviens même de l'Équateur où j'ai assisté aussi au dépôt des candidatures des quelques candidats gouverneurs de la Mongala. On me dit que les élections c'est à 6 avril, mais je ne sais pas, en dernière minute hier, il y a des informations non concordantes qui disent que c'est un peu encore repoussé. Parce que moi-même, je suis allé à la CNI en tant que secrétaire général du parti. Je suis allé à la CNI parce que nous avons par exemple un candidat gouverneur Oma Indombe. Et que si nous avons peut-être des candidats à plusieurs dans plusieurs provinces, il faudra que nous ayons la documentation au niveau du secrétaire exécutif national ici à Kinshasa. Parce qu'on ne peut pas se découper en 1000 morceaux en tant que chef du parti pour valider les sélections des gens. Au niveau du secrétaire exécutif national, il n'y a pas de formulaire, il faut aller en province, mais alors on va aller de procuration en procuration. Mais je souhaite, comme on l'a repoussé aussi, je souhaite à ce que, au niveau du secrétaire exécutif national de la CNI ici à Kinshasa, qu'on mette à la disposition des partis politiques et des plateformes politiques la documentation nécessaire pour faciliter, nous, les détenteurs du pouvoir du parti, de valider nos candidats à partir de Kinshasa. Sinon, on va aller en scannage qui ne sera pas l'original. Je vais compléter ma question. Je disais tantôt, les esprits sembleraient être surchauffés dans certaines provinces suite à la publication sur les réseaux sociaux d'un document de synthèse de rapport d'émission des sondages en prélude des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. On attribue ces documents au président de la Chambre haute du Parlement. Madame, qu'on se le dise, l'Union sacrée, c'est un état d'esprit. L'Union sacrée, c'est l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Moulumba. Jusqu'à la dernière minute que ici, moi je sais qu'il n'y a que le président Félix-Antoine Tshisekedi qui est le patron de l'Union sacrée. Il n'y a aucune conférence qui a essayé qui a rassemblé les acteurs politiques pour structurer l'Union sacrée. Le Sénat, Baty Lukobo, c'est le numéro 2 de la République. N'empêche, être numéro 2 de la République, c'est une chambre, dans une chambre, mais le caractère politique, c'est le multipartisme. Chaque parti politique a son autonomie. Nous avons aussi les plateformes politiques, nous, les forces politiques alliées et sociales, politiques et sociales alliées à l'UDPS, nous, les FPAU. Nous avons notre plateforme qui est politique, qui est aussi reconnue par le ministère de l'Intérieur. Mais l'AFDC de Papa Bahati est reconnu aussi comme FDCA, comme parti politique. Mais avoir la formation de tickets, Union sacrée de la nation faite dans ces documents, c'est comme si le parti présidentiel semble se tailler la part du lion. Bon, j'essaie de consulter ça comme ça se passe dans les réseaux, mais quand même, je vous dis que j'ai vu qu'il y a un groupe de députés nationaux, qui est un document qui est signé par Charles, le député Charles Okoto Lokola-Lombe, où il refute cette composition-là parce que l'Union sacrée n'a pas encore vraiment pris corps comme personnalité juridique. Est-ce qu'on peut aller avec l'Union sacrée à la CNI? Non, nous revenons, maman. Nous avons eu dernièrement le cas de FCC. Il y a eu FCC, il y a eu le cash. Ça, c'est encore un autre problème que vous venez de soulever. Ah, mais je dis, maman, je vous dis, le FCC n'est pas allé aux élections. Ça a un caractère un peu préliminaire. Même le cash n'est pas allé aux élections. Ce sont les partis politiques et les plateformes politiques qui sont allés aux élections. L'Union sacrée, quelle est la personnalité juridique de l'Union sacrée? Les partis présidentiels. Ça n'a pas encore pris corps. A déjà, pour ce scrutin... Nous, les FPAU, nous devons en savoir. Nous, les FPAU, nous ne savons pas de cette liste. Nous, les FPAU, les forces politiques alliées, sociales à l'UDPS, nous sommes les premiers alliés. Mais on n'est pas associés. Il paraît le parti présidentiel qui veut se tailler la part du lion, cible déjà, ils ont déjà tout manigancé pour arracher ou avoir des gouverneurs dans les provinces de Kasaï et dans l'Omami. Non, je ne crois pas que le parti présidentiel est inscrit dans ce sens-là. Et l'AFDC vient en seconde position.
Bon, je ne sais pas, c'est par rapport à quoi l'initiateur, je ne sais pas, par rapport au poids politique en présence, je ne sais pas, mais à notre niveau des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, nous avons eu quand même hier le secrétaire général de l'UDPS qui est venu en réunion avec nous. La primaire vous sera dit par le porte-parole de forces politiques et sociales à l'UDPS. Hier, il y a eu une réunion où le secrétaire général de l'UDPS est venu. Bon, la primaire est au coordonnateur Laurent Batoumona qui va... élection de gouverneur et vice-gouverneur, l'Union sacrée de la nation sur le trace du FCC, c'est vrai ça? Nous revenons à peu près à ça. Il faut qu'on ne soit pas dupe. Le FCC n'a pas amené les gens aux élections parce que le FCC n'a pas été reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur ni au niveau du journal officiel, de même que le cash. L'Union sacrée, jusqu'à ce jour, n'en a pas encore structuré pour que nous ayons une personnalité juridique. Je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur a déjà eu à valider la plateforme politique Union sacrée. Jusque-là, je dis que c'est la vision du chef de l'État qui incarne l'Union sacrée. Donc, nous accepterons que la signature du chef de l'État ou la personne fiablement désignée par le chef de l'État pour cette tâche. Mais pour le moment, en tout cas, nous, au niveau de FPAU, au niveau du PUNA, on a des réserves sur cette liste. Mais l'Union sacrée, parce que vous appuyez les chefs de l'État, on s'est dit donc, bien qu'il y ait encore des contraintes, mais ça constitue une force. Mais le péché de l'Union sacrée maintenant, là, c'est par rapport à la désignation des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Là, ça ne semble pas enchanter plus d'un grand nombre de partis politiques, membres de ces structures qui se voient piétinés, qui se voient marginalisés, ainsi de suite. Bon, ils ont tout à fait raison. Je vous dis qu'il y a une déclaration d'un certain nombre de députés qui ont signé au pacte de l'Union sacrée, qui ne sont pas d'accord avec cette liste préliminaire. Mais il ne faut pas que... Moi, je considère ceci. Il ne faudra pas qu'on cherche à être au-dessus de tout le monde, au-dessus de la mêlée. Moi, je pense qu'il faudra qu'on revienne aux gens qui ont souscrit à l'Union sacrée, là, à la Cité Union africaine. C'est là où ça s'est passé. Le PUNA n'est pas membre de l'Union sacrée? Le PUNA souscrit en tant que membre de l'Union sacrée, mais je vous dis que c'est d'abord un état d'esprit jusque-là, c'est la vision du chef de l'État, mais nous devrions coucher la structuration. Il n'y a pas de frustration? Parce qu'il y a d'autres observateurs voient par contre le retour du dictat déjà, surtout par rapport à la façon dont on prend des décisions au sein de l'Union sacrée de la nation. Madame Adèle, lorsqu'on avance mal, il faut reculer pour mieux sauter. Ce qu'on devait faire. Il faudrait qu'il y ait un consortium. Il faudrait qu'il y ait un consortium des partis, par exemple pour nous, les forces politiques et sociales et l'UDPS, les gens qui sont venus de la transhumance, les FDCA, les CRD, toutes ces couches-là. Maintenant, parce que maintenant on fait une symbiose, c'est une synergie. Il faudra qu'on préserve cette synergie. Il faut que l'Union sacrée, à la langue là, il faut que ça prenne corps, il faut que ça soit structuré, qu'il y ait coordonnateur, qui est chargé de ceci, qui est chargé de cela. Au niveau de FPAU, nous avons déjà eu à préparer ce document, mais il fallut un consortium de tous les acteurs. Qu'est-ce qui empêche qu'il y ait des concrets au sein de l'Union sacrée de la nation? Vous vous plaignez, c'est bien beau, mais rien ne change pratiquement. L'Union sacrée continue à évoluer dans l'informel et ça n'interpelle personne. C'est ça. Justement, ce que vous dites, Madame Adèle, il faudra, vous voyez, avec ce soubresaut ici, il faudra qu'on cherche la solution idoine. La solution idoine, c'est que s'il y a lieu, que l'Union sacrée quitte l'informel et que ce soit formalisé avec toutes les structures, coordination générale, bureau politique, exécutif, comme ça, on va répartir les tâches d'une manière adéquate. Ce n'est pas que, il ne faut pas s'autoproclamer à des fonctions. Là, on n'a pas encore dit ça.
parce que c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Tshisekedi, vous êtes contre qui qu'il n'y est a le pas président de l'Union sacrée. Vous êtes contre qu'il n'y a pas de dictat comme mode de prise de décision jusque-là au sein de l'Union sacrée de la nation? Non, madame, nous sommes en politique, on ne peut pas dire dictat. La politique, c'est la volonté, c'est la hargne. Voilà, si vous êtes un peu en retard d'application, les autres profitent d'avoir une application extravagante. Mais on doit être au standard. Il faut que nous revenions sur la table pour structurer l'Union sacrée. Parce que voilà, c'est déjà pour les élections du gouverneur, vous voyez déjà les bas blesses. Alors lorsque nous allons arriver pour les élections 2023, vous voyez, on risque de partir ouri-oura. Voilà. Dans les enjeux politiques de l'heure, il n'y a pas nette différence avec le régime passé. Oh, maman, ça c'est une innovation. La politique a toujours été... Et là, le peuple décrit cette réalité. Mais il y a quand même innovation, mais bon, le fait qu'il y a eu comme... Il faut qu'on se le dise, il y a eu transhumance. Hein. Il y a eu transhumance. Il y a des gens encore qui ont des séquelles des mouvements monopartisme ou bien de l'oligarchie. Alors, la démocratie, c'est toujours une école... il faut toujours y aller. Ce scrutin tant attendu de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, ça va se dérouler sans embâche à l'allure où les choses semblent évoluer. Vous trouvez? Bon, moi je dis l'essentiel, que si même nous avons, c'est l'unité dans la diversité. Moi je dirais c'est l'action politique actuelle de l'Union sacrée comme telle, c'est l'unité dans la diversité, même si nous partons peut-être en ordre dispersé, parce que chaque parti politique a sa personnalité, a son autonomie, mais ce qui est intéressant pour moi, que le tout s'assemble autour de la vision et de l'accompagnement du chef de l'État. Donc nous sommes unis autour des actions du chef de l'État et de sa vision, mais la diversité, madame, on ne peut pas contraindre les gens à ne pas être divergents. C'est la démocratie. Les équipes qui sont déployées dans les provinces respectives, dans les 14 provinces, c'est dans quel objectif? Ce n'est pas pour stimuler ou inciter, imposer le choix des candidats pour ces élections des gouverneurs et vice-gouverneurs? Madame, je n'interviendrai pas pour ce que je n'ai pas vu. Je vous dis que je viens de la province de la Mongala. J'ai été à Bumba, j'ai été à Lissala, où on a déposé j'ai vu les gens qui ont déposé les candidatures. J'ai fait même un vol ensemble avec eux. Bon, je n'ai pas senti ce que vous dites là. Je n'ai pas senti ce que vous dites là, qu'il y a un regroupement des gens. C'est une réalité qui semble se vivre dans les Maniema, Chopo et puis l'Omami. Les gens sont en train de déposer leur candidature comme ils entendent. Hein. Les quelques 3-4 couples de candidatures que j'ai vus là à la Mongala, bon, je ne les ai pas vus s'assembler dans une coordination provinciale de l'Union sacrée. Hein. Monsieur Bolikango, si c'est vrai qu'il y a des démarches entreprises en guise d'imposer des candidats, donc on a cité Maniema, Chopo et Lomami. Ce sont les provinces qui sont citées jusque-là. Ce sont des rumeurs, mais essayons quand même d'analyser ces rumeurs. Si et seulement si c'est vrai, quelle est votre réaction? Madame Adèle, je vous dis que l'élection des gouverneurs, ce sont des élections à suffrage indirect. Vous voyez, on peut dire tout ce qu'on dit, tout ce qu'on peut commenter, mais ce sont les députés provinciaux, dans leur âme et conscience, qui vont choisir, qui vont voter le gouverneur qu'il faudra pour remonter la côte de chaque province concernée. Donc c'est vraiment, madame, à ce point-là, je n'ai pas vraiment beaucoup de commentaires à dire parce que ce sont les députés provinciaux qui doivent être conscients devant les urnes à choisir, pas quelqu'un de clientélisme, quelqu'un de compétent aussi. Hein, parce que vous pouvez imposer quelqu'un, mais qui est incompétent, qui n'a plus l'aura de la population, qui n'a plus l'aval de la population. Voilà. Parce que c'est de ça qu'on parle. Nous sommes proches des élections partielles des gouverneurs et vice-gouverneurs. Est-ce que votre parti politique, Puna, va aussi aligner des candidats? Bon, nous, le Puna, jusque-là, nous pourrons avoir un candidat une candidate au niveau de Maïndombe. Au niveau de Maïndombe.
oui, une candidate, j'étais les noms, mais nous devons avoir une candidate gouverneur au niveau de Maïndombe. C'est là où nous avons opté, hein. Mais à part Maïndombe, bon, on n'est pas, on attend les résultats. Mais pour Maïndombe, pour nous avons une candidate que nous réservons de citer les noms parce que nous sommes dans le processus d'abord des dépôts. Les portraits robots, les profils des gouverneurs et vice-gouverneurs, vous pouvez nous les dire oui, pour votre parti politique, le Puna? Le portrait, bon, d'abord pour nous, d'abord il faut appuyer les gendarmes. Hein. Il faut qu'il y ait la femme. D'abord, cette candidate-là, gouverneur de Maïndombe, c'est une femme. Hein. C'est une femme. Son colistier, c'est un homme. Okay. Et ils sont de deux partis différents, membres de l'Union Sacrée et de FPAU. Ce n'est pas juste parce qu'elle est une femme ou bien elle remplit les critères nécessaires d'un bon gouverneur va faire, il sera un bon gouverneur. Je pense que vous allez donner l'occasion à cette femme de venir ici à une prochaine émission avant qu'il y ait les élections de gouverneur. Vous allez voir son profil et vous allez voir sa capacité et ses compétences. Nous allons évoluer. L'actualité est abondante et il y a beaucoup à dire, surtout ces derniers temps. Dans quel état d'âme, M. Bolikango, avez-vous assisté à la polémique sur le financement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, institution d'appui à la démocratie pour les opérations électorales? Denis Kadima dit que le gouvernement n'a pas encore donné quelque chose et le ministère des Finances confirme le décaissement à la hauteur de 37 millions de dollars. Il faut qu'on fasse une polémique au niveau des autres institutions du pays. Vous parlez du ministre des Finances, c'est le gouvernement central. Vous parlez de la CNI, c'est la plus grande institution citoyenne. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse des blagues là, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu des écritures comptables qui démontrent ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des documents attestant ces transactions? Cette ventilation au niveau de la chaîne des dépenses? Mais j'espère que vous suivez les informations. Le président de la CENI, pas plus tard qu'il y a une ou deux semaines, il est monté au créneau pour fustiger certains comportements du ministère de Finances en termes de ce qui concerne les décaissements de fonds ou de sommes nécessaires pour permettre à la CENI d'organiser les élections sans embâche. Madame Adèle, je ne veux pas vraiment m'étaler en profondeur, parce que c'est un problème de chiffres là que vous dites. Donc je n'ai pas les dispositions. Il semblerait qu'il y a des confusions en ce qui concerne les frais de fonctionnement, les frais de rémunération et autres frais, surtout concernant l'organisation spécifique des élections. Madame, à mon entendement, je dirais ceci. Il y a plusieurs, quand on dit le financement de la CNI, il y a plusieurs rubriques. Hein. Voilà. Hein? Il y a le budget global, mais il y a les rubriques. Il y a les rubriques, il y a d'abord, il y a les arriérés aussi. Il y a des personnels informels qui sont, il y a des arriérés. Il y a aussi les installations de nouveaux bureaux au Kadima, même aussi les indemnités de sortie du bureau Nanga. Il y a aussi les problèmes de recyclage, hein, les problèmes d'administration logistique, où on doit remettre les agents de la CNI à niveau avant de les larguer sur terrain pour faire soit l'enrôlement. Voilà. Il y a un tas de choses. Mais lorsque le ministère des Finances confirme déjà avoir décaissé 37 millions de dollars pour donner à la centrale électorale en guise de tout, et c'est pas quand même intéressant? Non, madame, 37 millions en guise de tout. Non, je ne crois pas ça. Le ministre des Finances, c'est l'argentier national. Quand le ministre des Finances dit que il a décaissé, je pense que le dossier ne se trouve plus sur sa table. C'est-à-dire, ça poursuit la procédure. Peut-être c'est au niveau Je me corrige, donc c'est une partie d'argent déjà décaissée et remise à la CENI. Mais est-ce que c'est la première fois? Mais je n'ai pas, c'est tout, j'ai dit que je me réserve parce que et au retour, le président de la CENI déclare n'avoir rien touché. Par rapport peut-être aux opérations électorales, là,
Par rapport aux opérations électorales, on n'a pas encore commencé. Par rapport à la feuille de route, par rapport au candidat électoral, mais par rapport aux préliminaires... C'est pas sérieux du tout. Bon, non. Là, c'est... Je pense que c'est un problème de procédure. Maman, ne nous étalons pas là-dessus. C'est, à ce que je sache, c'est peut-être que c'est un problème au niveau de l'ordonnateur et de la Banque centrale. C'est-à-dire que peut-être que le président de la CEI n'avait pas encore eu l'argent propre entre ses mains. Peut-être c'était un problème de procédure, maman. Ce n'est pas du tic au tac. Hein. Voilà. Moi, je pense que ce sont des hautes personnalités avec qui nous faisons confiance. Dans ces débats de chiffres, puisqu'on a appris que la CENI aurait surfacturé l'installation de ses membres et l'ODEP avance d'autres chiffres, laisse-moi vous le dire, d'autres chiffres. Selon ces sources, la CENI aurait reçu plus que 37 millions. Ça fait nécessaire les contrôles comme l'a promis l'IGF. Madame Adèle, vous continuez toujours à m'acculer. Voilà. Vous continuez sur à m'acculer sur ce point très technique. C'est un point très technique. Je ne suis pas au ministère du Budget dans la chaîne des dépenses, ni au ministère des Défenses là où il y a les DTO, mais de tous ces embreglos, je dirais seulement, Madame Adèle, non loin, hier mardi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a dû réunir les acteurs en présence. Il y a eu quelques membres du gouvernement, il y a eu la CENI, qui était représentée par le président Kadima, il y a eu l'ONIP, Office national d'identification de la population, il y a eu l'ONIP. Je pense qu'il y a aussi d'autres partenaires qui entrent en compte par rapport... Ça fait nécessiter les contrôles comme l'a promis l'IGF. Et non, là, je termine que le chef de l'État a eu hier, parce que ce que vous dites là, le chef de l'État suit tout ce qui se passe. Ce n'est pas pour rien, il les a réunis hier. Et hier, je pense qu'on a dissipé les malentendus, les zones d'ombre, gouvernement, CENI et partenaires. Donc à ce moment-là, je pense que maman, espérant que tout a été dissipé à partir d'hier, après la sortie, je pense même le VPM de l'Intérieur et le premier vice-président de la CENI se sont prononcés qu'il n'y a plus de zone d'ombre, donc on ne peut plus en revenir. Avec le comportement des politiques congolais, est-ce qu'on peut se dire qu'il y aura élection en 2023? Bon, en dernière minute, moi je me rabats à ce que j'ai entendu hier. Vous trouvez que les gens sont prêts pour y aller? Les gens sont toujours prêts. Les gens sont toujours prêts. La volonté politique est là? La volonté politique, mais je vous ai dit que le chef de l'État, tout dépend d'abord de l'impérium, celui qui a l'impérium du pouvoir, c'est le chef de l'État. Mais avec ce qu'il a fait hier, je vois qu'il a la volonté, parce qu'il a réuni tous les acteurs en présence et il a demandé à ce que le gouvernement fasse le nécessaire de financer la CENI pour que les élections soient au délai légal. Ça fait partie d'une volonté, maman, du chef de l'État en particulier. La situation actuelle des choses sur le plan politique et sécuritaire, les élections ne pourront pas susciter encore une crise. Mais si Bolikango, vous trouvez? Une crise par rapport à quoi? Bon, puisque les opposants réclament les réformes consensuelles, chose qui n'est pas acquise jusqu'à présent. Maman, laissez-moi un peu rire. Les opposants réclament les réformes consensuelles. Voilà. Donc finalement, à chaque scrutin, 2006, 2011, c'est devenu quoi? Réforme consensuelle. Non, nous sommes dans ce qui est réglementaire, dans les textes statutaires et réglementaires. Nous appliquons ce qui est là. Et arrête toujours la réforme. Réforme, c'est pourquoi? C'est pour cautionner les glissements, cautionner... engranger la souffrance de la population. Moi, je pense qu'il n'y a plus lieu de faire des réformes consensuelles. On va revisiter la loi électorale, le règlement financier, le règlement intérieur de la CENI. On revisite seulement les textes de la CENI et puis nous allons. Je pense que c'est là où l'étape qu'on doit... Et la chambre basse du Parlement traîne aussi les pieds là-dessus.
pour doter la CENI de certaines lois, de ces lois nécessaires. Bon, ils vont entrer maintenant en session au mois de mars. Au mois de mars, oui. Vous voyez que le président Kadima, pratiquement, il a commencé seulement au mois de janvier. Au mois de janvier ici. Alors, voyons voir la session de mars. Je pense que dès le mot de circonstance de l'ouverture de la session, l'honorable président de l'Assemblée nationale ou du Sénat vont inscrire ça dans l'ordre du jour de la session, parce qu'il le faudra. Je pense que c'est un impératif. Voilà, je voulais bien que vous puissiez répondre à cette question. Il y a un parti politique de l'opposition qui a semblé dire que la CENI devrait à tout prix être dirigée, de renvoyer en sa tête une personne issue de la société civile. Madame Adèle, Monsieur Kadima, il est issu de la société civile. Les confessions religieuses entrent en compte dans le quota de la société civile. Donc, depuis les temps, que ce soit Malou Malou, que ce soit Ngoï Moulunda, que ce soit Corneille Nanga, que ce soit Kadima, ils sont issus de la société civile, mais dans la quotité confession religieuse. Une société civile qui est inféodée par les politiques. La RDC, la République démocratique du Congo, en soi, comprend les politiques et les apolitiques. Donc, la population est à tous les deux compartiments. Nous corroborons pour que la République soit en marche. Mais n'empêche une collaboration peut-être asymétrique au niveau de la société civile et des hommes politiques. Mais voilà, la relation souvent c'est où ça, Maman Adèle? Parce que même, ça dit, si vous êtes à la société civile, il faut que vos acteurs s'imprègnent ou démarchent toujours dans le cadre des sociétés civiles. Mais lorsque maintenant on arrive au moment des élections, c'est là où vous parlez des FEOD, mais ce n'est pas tellement ça. Là, c'est un problème de choix. Alors, lorsque maintenant un acteur de la société civile veut se présenter maintenant au scrutin électoral, il ne peut pas aller sous sa casquette de société civile. Il doit porter la casquette politique d'un parti politique ou d'une plateforme politique, un indépendant aussi, mais les indépendants avec ce problème de seuil, c'est trop risqué. Mais avec tout ce qui s'est passé entre la CENI et le bureau Kadima, vous trouvez qu'il y a toujours moyen de continuer à accorder des crédits à la centrale électorale? Bien, comme on est déjà dans le processus, mais à la longue, moi je préférais que le problème des élections rentre au niveau des ministères de l'Intérieur. Il y a une direction là, je ne sais pas, 3e, 4e direction, il y a une direction, même lorsque, dans le temps, c'est le ministère de l'Intérieur. Parce que maintenant, au ministère de l'Intérieur, on fait quoi? Au niveau de la CENI, on enrôle. Au niveau des ministères intérieurs, on identifie. Parce que vous parlez déjà de l'enrôlement de l'identification. Vous êtes pour qu'on puisse combiner ces opérations, l'enrôlement de la population et leur identification? Mais là, voilà. L'enrôlement est inclus dans l'identification. Parce que l'identification, c'est l'identification de la population tout entière. Mais l'enrôlement, ça, c'est scientifique, parce que c'est ceux qui ont qualité d'électeurs. Voilà. Juste 14 provinces vont bénéficier du scrutin de gouverneur et vice-gouverneur. Et les restes, non. Ils sont stables. Je me dis, bon, c'est un peu ça. Mais l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu, ça continue. Comment vous évaluez cet état des sièges? Bon, ça aussi, le problème d'état de siège, ça c'est un problème de défense nationale et de sécurité du territoire. Ça demande de la technicité de ceux qui sont dans ce domaine-là. On ne sait pas comment, en combien de temps encore reste-t-il pour que nos forces armées et de la police déguerpissent tous ces malfrats-là. Mais il faut dire que, espérons que jusqu'en 2023, que le problème de l'état de siège va s'éteindre pour permettre à ce que nous rentrons dans l'état normal avec les gouverneurs civils et que la CENI
fasse son travail. Une autre initiative à saluer en guise de développement, c'est le projet des 145 territoires. Vous faites foi à ces projets et vous trouvez que ça pourrait donner l'élan du développement? Madame, le projet de développement des 145 territoires, c'est une bonne initiative prise par le chef de l'État et son gouvernement conduit par le Premier ministre Sama Lukonde. Mais en tant que géographe aménageur, aménager la République des 145 territoires, il faut voir les timings. Nous sommes en 2022. Et s'il faut prendre à la rigueur, l'année 2023, c'est l'année électorale. Bon, 2022-2023, développement de 145 territoires. Bon, il faut échelonner ça. Ce qu'on doit faire à court, à moyen et à long terme. Bon, à long terme, c'est à long terme, nous devons compter à ce que le deuxième mandat de président Félix soit un pari gagnant pour qu'il continue l'opération de développement des 145 territoires. Ce n'est pas en 2 ans ici qu'on va faire les travaux de long chemin. Mais on peut, je pense qu'il y a une commission, nous courons derrière les temps, merci pour cette précision. Le 6e sommet UAUE a vécu à Bruxelles, ainsi de suite, et l'Union européenne entend appuyer l'économie d'Afrique à la hauteur de 150 milliards d'euros. Ceci peut booster le développement et l'épanouissement du continent, vous trouvez? Oui, madame, pour le financement de l'Union européenne, mais je termine d'abord pour les 145 territoires. Parce que nous courons derrière les temps. Il y a un problème de timing, il y a un problème aussi de logistique, et puis un problème d'expertise locale. Mais par rapport aux 150, vous dites 150 milliards. 150 milliards d'euros. Voilà. Mais j'ai entendu c'est échelonné en 10 ans. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ça peut développer le pays? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Ce sont des gens qui viennent toujours puiser ici. Bon, on ne peut pas faire mieux. Hein. Comme nous sommes encore dans des pays sous-équipés, laissons dire ça comme ça, sous-équipés, eux qui sont fortement nantis en matière d'équipement, ils essaient de nous faire la cour à leur intérêt. Mais l'Afrique ne pourrait se développer que par les Africains eux-mêmes, par une auto-prise en charge. Il ne faut pas compter avec l'Européen. On a épuisé toutes les minutes imparties à cette émission. Je suis obligé de vous interrompre. Mais vous avez 1 minute pour me répondre à cette question. Le gouvernement de l'Union sacrée a déjà totalisé 8 mois. Comment vous évaluez l'action de l'équipe Sama Lukonde? Quel a été pour vous le point fort et les points faibles? Vous avez 1 minute. Madame, dans l'ensemble, l'équipe dirigée par le Premier ministre Sama Lukonde, l'équipe des Warriors, a une cote positive parce que l'économie à ce moment est quand même résiliente. Il y a quand même un équilibre au niveau des taux d'échange et de quelques aménagements qu'ils sont en train de faire. Mais il faut encore qu'on accorde assez du temps, mais ce qu'ils ont fait jusque-là, c'est positif. Et il n'y a pas vraiment... Bon, il y a des contraintes, mais je vous dis que c'est positif. Dans ces 8 mois, ils ont d'abord... Il y a les recettes des régies financières qui sont vraiment... qui sont aguerries maintenant. Et il y a aussi au niveau des infrastructures, il y a des remue-ménages. En tout cas, c'est positif. Il faut qu'on donne le temps. Voilà. Parce qu'il a posé d'abord ses pénates, il faut donner le temps. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. En guise de message particulier, François Béa Ozaré à l'ANER pour conspiration contre la République. Le porte-parole du président a évoqué des signaux d'une tentative de coup d'État. Quel est votre jugement? C'est ça le message. Chut. Madame, cette dernière question-là, je me réserve aux enquêtes judiciaires. Je n'ai pas des informations ficelées et je ne suis pas du service. Je m'abstiens. Je laisse que le procureur général de la République s'en charge. C'est lui l'organe de la loi. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Les rendez-vous de ce soir
On voulait bien aller au-delà, mais nous sommes butés par les temps, alors on doit interrompre. Nous osons croire que M. Raphaël Bolikango, pourquoi pas, il sera disponible prochainement encore pour pouvoir épuiser toute la matière, surtout prévue pour les numéros du rendez-vous dès ce soir. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion, c'est demain à 12h30, toujours sur votre chaîne, la chaîne de référence Antenne A. Merci à toute l'équipe, les héros dans l'ombre, et vous, les fidèles téléspectateurs, nous vous remercions aussi amplement d'avoir suivi cette émission. Bonsoir à tous et chacun.